27 juillet 1964, 12h12. Une détonation souterraine fait trembler la terre de Champagnole. Une épaisse fumée s'élève au-dessus du mont Rivelle, puis le hurlement de la sirène avertit aux habitants de la paisible ville qu'une catastrophe s'est produite. La carrière souterraine de la cimenterie Bouvet-Ponsard, en activité depuis 1895, s'est effondrée sur elle-même. On se rue sur les lieux. Les plaies qui apparaissent jusqu'au sommet de la montagne nous permettent de mesurer l'ampleur des dégâts. Quand on voit les ouvertures qu'il y avait, les crevasses qu'il y avait jusqu'en haut du mont Rivelle, hein, c'est-à-dire nous on était à peu près à la hauteur de 600 mètres, l'entrée de la carrière, le mont Rivelle lui doit culminer à 820 mètres. Hein. Donc c'est à 820 mètres de haut qu'on voit ces grandes crevasses, qui veut dire que toute la masse a basculé. En tout, 16 hectares d'exploitation se sont effondrés. En gros, parce que ces hectares, il faut voir ce que ça fait. Ça fait 400 mètres sur 400. 20 terrains de football mis côte à côte. En mètres cubes, c'est des millions de mètres cubes. L'inquiétude des Champagnolais grandit avec l'agitation qui règne autour de la catastrophe. Les autorités, les pompiers et les élus sont sur place pour établir une mission de sauvetage. Car en effet, la réponse à la question que tout le monde a en tête est parvenue très vite après l'effondrement. Oui, 14 ouvriers sont ensevelis sous la carrière. Le préfet Pierre Aubert décide de mettre à disposition tous les moyens possibles pour les retrouver et déclenche le plan Orsec. La course contre la montre commence. Premier objectif, retrouver les 14 hommes. Il n'y avait pas de plan, si on veut bien, d'exploitation, puisque le directeur m'avait emmené une fois dans la galerie principale. Il m'avait dit, bon ben vous voyez, là on est dans la galerie principale qui a à peu près 800 ou 900 mètres de profondeur. Et il y a environ 24 ou 25 kilomètres de réseau, de galeries. Il faisait des galeries tous les 15 mètres. En parallèle avec la galerie principale, et puis un autre réseau en perpendiculaire, tous les 15 mètres aussi. Puis la rencontre de deux galeries, c'est là qu'ils laissaient leurs piliers, qu'ils n'exploitaient pas. C'était une exploitation, comme ils appellent ça, par pilier abandonné. En l'absence de M. Ponsard, c'est Guy Ménardi, ingénieur de la carrière, qui détermine le point à trouver, la partie où les ouvriers attaquent la roche, appelée frontaille. Avec leur seul schéma établi à partir des renseignements collectés, l'équipe des géomètres commence ses recherches sur le flanc du mont Rivelle, afin de trouver le point de forage en surface qui permettra le sondage de cette partie. À chaque fois, pour faire un sondage, il fallait que nous, géomètres, on fixe le point, dire, bon, c'est là où vous êtes au-dessus de telle et telle galerie. Alors, pour installer, avant d'installer la foreuse, il fallait qu'il y ait les tracteurs, les bulldozers qui fassent un chemin d'accès, parce qu'on était dans la montagne, faire le chemin d'accès, après faire la plateforme. Quand la plateforme était faite, il fallait amener l'eau, amener le téléphone. Pour nous, géomètres, il fallait rétablir le point définitivement à l'endroit où ils devaient faire leur forage. Il fallait leur donner la profondeur à creuser pour retrouver le bas de la carrière. Alors c'était un travail quand même assez conséquent pour faire un forage. Ça ne se faisait pas en, je ne sais pas combien, moi ça devait durer peut-être 12 heures, 13 heures, une demi-journée, avant d'avoir le résultat d'un forage, savoir s'il y avait quelqu'un ou s'il n'y avait personne. Les opérations de sauvetage demandent une main-d'œuvre conséquente, mais comme convenu, tous les moyens sont mis en œuvre pour y arriver. De plus, une deuxième solution est adoptée en parallèle à l'extraction verticale. On apprend l'existence d'une ancienne galerie d'aération qui pourrait nous conduire au frontail et permettre une extraction horizontale. Mais problème, cette galerie est condamnée et enterrée. Il faut tout d'abord la retrouver, puis la rendre accessible. Fort heureusement, les habitants et les entreprises privées et publiques de Champagnole et des environs sont réceptifs à la mobilisation générale et font naître un véritable élan de solidarité. Il y avait une grosse entreprise, l'entreprise d'Iléna de Morbier, qui avait, je crois, pas mal d'engins qui l'avaient amené, et qui ont dû être les premiers à arriver sur le site. Il y avait la Croix-Rouge, il y avait les pompiers, il y avait les gendarmes, il y avait l'armée, c'était leur ménage, les camions, les bulldozers, il avait mobilisé des bûcherons, des bûcherons de Saint-Germain, et les capellis. C'est eux qui sont venus nous faire la trace devant nous, autrement on ne pouvait pas, on n'est pas bûcherons. La nuit tombe sur la première journée de recherche sans résultat. Cependant,
les bulldozers et les pelles mécaniques continuent à déblayer la galerie condamnée qui a enfin été retrouvée. Un périmètre de sécurité est aussi établi autour du chantier par le commandant de gendarmerie départementale pour éviter tout autre accident. Le soleil se lève sur la deuxième journée. La pluie et le froid s'invitent aux opérations. À 10 h, la foreuse dite de Merlebach, mobilisée par les houillères du bassin de Lorraine, la veille arrive sur les lieux, suivie de quelques heures plus tard par ses techniciens associés. 2 sondages, P3 et P4, sont entrepris au-dessus du front de taille. En fin d'après-midi, le sondage P3 tombe sur un pilier à 82 mètres. Quand ils avaient fait le forage qui se retrouvait à la profondeur voulue, ils remontaient leur tige de forage, ils tubaient, c'est-à-dire qu'ils remettaient après à la place de la tige de forage des tubes, pour éviter les éboulements, et ils glissaient dedans dans des micros pour faire des écoutes. Et à 20h25, le miracle se produit. Le forage P4 reçoit des réponses. Pour nous, géodètes, on a dit ouf, et du fait que c'était le front de taille, qui était de la roche solide, donc c'est la partie qui a résisté à l'éboulement. 9 des 14 ouvriers sont retrouvés vivants au front de taille. Michel et André Martinet, Henri David, Charles Perronnel, Joseph Cathenot, Paul Olivier, Michel et André Jacques et Pierre Cornu. Le moment le plus émouvant, c'est quand ils ont appelé leur nom, quoi. 9 noms, et puis les autres après. Les 5 autres, André Janier-Dubry, Joseph Boilly, Stanislas Zolnowski, Maurice Simonet et le conducteur du camion Marius Siemar. Pour eux, l'inquiétude grandit quant à leur survie. Néanmoins, les recherches continuent pour les localiser en prenant en compte les informations données par André Martinet. Enfin, parce qu'une fois qu'ils ont été retrouvés, le boulot n'était pas fini, on ne s'est pas arrêté. C'était le lendemain, ils ont été retrouvés. Bon, on savait qu'ils étaient là, les 9. Il y avait le camion à retrouver. Et puis les 4 autres ont essayé quand même de savoir où ils étaient. Et c'était justement par P2 qu'on aurait peut-être pu accéder vers eux. P2, l'ancienne galerie condamnée, devient alors le terrain de l'équipe des mineurs de Blanzy qui rejoignent fraternellement le sauvetage du Mont-Rivelle. Le mouvement de solidarité s'accélère. Il y a 500 ou 600 personnes, je crois, qui avaient le ravitaillement. Boutigny, il fallait qu'ils nourrissent là, ces 400 500 personnes 2 fois par jour. Le boulanger qui faisait ses pains en proportion des tubes pour leur glisser. Les gars qui faisaient des couvertures ou qui tricotaient pour leur envoyer des couvertures. Chaque fois qu'on avait besoin d'un gars, le gars il était là. La course s'accélère. Les volontaires, traversant les jours, les nuits, la pluie, la chaleur, le froid, n'ont qu'une seule idée en tête, sauver les gars. C'était pas une question d'heure, de jour ou de nuit. C'était pour sauver les gars, fallait y aller. Le lendemain, 29 juillet, Forex arrive sur les lieux, une société pétrolière qui travaille avec une foreuse de plus grand diamètre pour permettre à la nacelle d'Essen, ayant servi pour le premier sauvetage mondial de même nature en Allemagne, de descendre dans le puits et récupérer les 9 emmurés. 15 h, les nacelles arrivent avec les techniciens. Tous les éléments sont sur place pour le sauvetage. À 20 h, la plateforme de forage de P4 est aménagée. La foreuse de Merlebach peut entrer en action pendant que les travaux de recherche continuent pour les 5 autres. Cinquième jour de travail. Les mineurs de Blanzy avancent avec difficulté dans la galerie P2. Après 130 mètres de galerie intacte, ils ont amorcé une percée qui demande des consolidations régulières pour leur sécurité. Le travail des boiseurs est lui aussi ralenti à cause de la poussière. En P4, la foreuse de Merlebach stoppe son travail à moins de 13 mètres. Il est 5 h du matin, il faut changer une pièce en Allemagne. Forex entre en jeu. Pendant son installation, d'autres volontaires continuent à s'activer à la recherche des autres victimes. Les écoutes sont toujours décevantes. Minuit 30, le 6e jour. Forex atteint 3,50 m, 17 mètres à 10 h à raison de 2 mètres par heure. Puis à 19h30, un drame survient. Un tuyau d'air comprimé de la machine se décroche et provoque dans sa chute la mort d'Étienne Lafont, ouvrier venu porter secours à ses confrères. Mais alors là, c'est là où on peut voir le courage des gars qui ont continué leur boulot. Après un pépin comme ça, il aurait pu dire on arrête, on arrête au moins
5 minutes hein, pour respirer, on continue le boulot comme si de rien n'était. Hein. Les sondages, eux aussi, continuent, toujours sans résultat. D'après les indications données par André Martinet, contremaître emmuré avec les 8 autres, un deuxième forage est entrepris en P5 par Forex, ainsi que de nouveaux sondages suivant le trajet présumé du camion. En P2, on avance toujours avec difficulté. Il fallait tirer des mines, donc Martinet, il n'était pas tellement d'accord, il a tiré des mines, et puis nous on est dans les éboulis tout à côté, ça risque encore de faire d'autres éboulis. C'était pas que ça s'éboulait plus, mais ça se tassait, et un craquement à droite, un craquement à gauche, vraiment c'était pas du tout rassurant. 2 août, 7e jour. Les tirs de mine sont autorisés. On procède à un tir test à 13 h, puis d'un tir toutes les 2 heures, afin d'accélérer la progression. Pendant ce temps, Forex 1 en P4 change de procédé pour le forage. Ayant rencontré une formation humide, on doit abandonner le système à air comprimé pour revenir à celui de la boue. Le principe de Merlebac, c'était comme toutes les petites foreuses, ils creusaient avec leur sonde, et puis tout ce qui était creusé, il fallait l'évacuer. Alors c'est pour ça qu'ils amenaient l'eau, ils repompaient les déchets sous forme de boue. Et c'est Forex, les deux foreuses de Forex qui sont venues, qui elles chassaient les détritus, si on veut bien, par air comprimé. Alors c'était de la poussière, évidemment. Alors là, il y avait de la poussière. Voilà. La tension est à son paroxysme. Nous sommes le 4 août. Forex est à 79 mètres. Il ralentit son travail pour ne pas faire effondrer le toit des emmurés. Au départ, c'était un sondage de petit diamètre. Et le danger, justement, avec le gros diamètre, c'est quand elles arrivaient, les derniers mètres, il fallait qu'ils les travaillent en douceur, parce qu'il aurait pu y avoir un éboulement du toit à l'endroit où ils étaient. Parce que un éboulement qui pouvait se produire sur toute la surface où ils étaient, peut être écrasé à ce moment-là. Donc jusqu'au bout, c'était le suspense, à savoir si ça marchait ou pas. On place les tubes métalliques qui serviront de guide à la nacelle allemande. 12h55, Forex atteint Martinet et ses hommes. C'est une victoire. À 17 h, Guy Ménardi et M. Bourny, 2 hommes désignés par le préfet Aubert, le maire André Saussier et le député M. Duhamel, parmi une liste longue de volontaires, descendent dans le puits pour expliquer aux hommes la marche à suivre pour la remontée. Et quand ça a été creusé, alors il y a donc le chef l'ingénieur Ménardi qui est descendu dans la nacelle, c'est lui le premier, pour leur indiquer comment il fallait se mettre dans la nacelle, parce qu'il fallait être les bras en l'air. Il paraît que pour les épaules, c'est la position qui demande moins de largeur. De 17 h à 19 h, tout le monde retient son souffle et laisse couler ses larmes. Quand un à un, les 9 rescapés revoient la lumière du jour après une longue nuit de près de 200 heures. Leurs jours ne sont plus en danger. Ils seront transportés à l'hôpital de Champagnole afin de vérifier leur état de santé. Mais le sauvetage n'est pas encore terminé. 5 autres mineurs sont encore ensevelis. Les sondages continuent. Alors après, donc, c'est sur le chemin du camion, après, que les sondages ont continué, presque jusqu'à la fin des opérations. Pendant 3 jours, les recherches continuent. Pendant que Forex 2 termine son forage en P5, où 4 mineurs pourraient se situer, les sondages de P6 sur le trajet du camion ne donnent rien. On ne rencontre pas de vide. Dans l'après-midi du 7 août, le préfet Pierre Aubert réunit les médecins, les élus et les techniciens locaux pour établir un compte-rendu sur les chances de survie des 5 ouvriers restants. La commission est unanime et il est impossible que ces hommes aient survécu. Le préfet doit alors prendre une décision difficile. Oui, mais il doit y avoir une affiche. Comme quoi le préfet a dit que les travaux étaient terminés.
Alors ils ont fait, parce qu'en dessous de P4 là, hein, où ils ont été sortis, hein, et comme ils avaient dit qu'il y en avait 4 qui n'étaient pas bien d'eux, il y avait un second forage, Forêt, qui a fait un forage aussi, et il est retombé lui aussi dans les éboulis. Avant d'arrêter les opérations du deuxième Forex, ils ont descendu une caméra. Hein, les Allemands avaient une caméra, donc ils ont descendu une caméra dans le forage qui avait été fait, et là ils ont vu que c'était des éboulis partout, qu'il n'y avait pas de cavité où aurait pu avoir quelqu'un qui aurait survécu. La ville de Champagnole est en deuil. André Janier-Dubry, Joseph Boilly, Stanislas Zolnowski, Maurice Simonet et Marius Thiémard n'ont pas survécu à la catastrophe. Le chantier se vide petit à petit. Chacun rentre chez soi avec la satisfaction d'avoir pu sauver 9 hommes, mais la profonde sensation d'une victoire incomplète. Oui, puis après, quand on était sortis, enfin, il y a eu les veuves, hein, les femmes avec les gosses, quoi. Les gosses à élever, le mari étant décédé, bon, c'était des gamins, hein, là, En mémoire des victimes et leurs familles, des cérémonies religieuses et civiles auront lieu dans la journée du 10 août. On érigera plus tard une stèle commémorative au pied du mont Rivelle, la stèle du souvenir.